Savoir prendre la bonne décision, surtout quand tout s'accélère, c'est une compétence clé. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les mécanismes de la décision sous pression. L'idée, c'est de comprendre comment rester lucide et faire les bons choix, même au cœur de la tempête. Imaginez la scène, c'est la crise, le projet dérape, une urgence client, et là, tous les regards se tournent vers une seule personne. Il faut décider, vite. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête à ce moment précis? Qu'est-ce qui guide nos choix? Alors voilà notre parcours. D'abord, on va voir comment la pression peut saboter nos décisions. Ensuite, on plongera dans notre cerveau pour comprendre le pourquoi. On identifiera les styles de décision qui en découlent, on apprendra à déjouer les pièges émotionnels et surtout, on repartira avec des outils concrets pour reprendre le contrôle. Commençons par le constat. Le stress, ce n'est pas juste une sensation désagréable. Non, c'est un vrai facteur qui vient perturber notre jugement et altérer, de façon très concrète, la qualité de nos décisions. 35 000, c'est, paraît-il, le nombre de décisions que l'on prend chaque jour. Bon, la plupart sont sans conséquence, bien sûr. Mais ce sont ces quelques décisions critiques, celles prises la boule au ventre, qui dessinent la trajectoire d'un projet, d'une équipe, voire d'une carrière. Et ce n'est pas juste une impression. Une étude sur plus de 300 managers l'a démontré. Plus le stress perçu augmente, plus la logique et l'analyse rationnelle sont mises de côté. Le cerveau, en fait, il bascule en pilote automatique. Il va préférer des réactions instinctives qui sont souvent bien moins efficaces. D'accord, mais alors pourquoi ce court-circuit de la pensée? Pour le comprendre, il faut faire un petit détour par la salle des machines, c'est-à-dire notre cerveau. En gros, les neurosciences nous disent qu'on a deux modes de pensée. Le système 1, c'est notre chien de garde. Il est ultra rapide, émotionnel, instinctif. C'est notre cerveau reptilien qui crie danger. Et puis, il y a le système 2, le détective. Lui, il est lent, logique, analytique. C'est notre cortex préfrontal qui pèse le pour et le contre. Le problème, c'est que sous stress, le chien de garde aboie si fort qu'on n'entend plus le détective. Et quand notre chien de garde prend les commandes, qu'est-ce qu'il fait? Pour aller vite, il prend des raccourcis mentaux. Et ces raccourcis, ce sont les fameux biais cognitifs. On va chercher à confirmer ce qu'on pense déjà, on va s'accrocher à la première information venue, bref, on saute aux conclusions. Et c'est là que le risque d'erreur grimpe en flèche. Voyons maintenant comment ce détournement cérébral se manifeste concrètement. Comment ça se traduit dans nos comportements. La recherche a mis en lumière 5 grands styles de décision. L'étude sur les managers le montre très clairement. Quand la pression monte, le style rationnel s'effondre. Et à la place, 4 autres tendances explosent. On se fie beaucoup plus à son instinct, on devient dépendant de l'avis des autres, on a tendance à repousser la décision, ou à l'inverse, on agit de manière totalement impulsive. Bon, le diagnostic est posé. On sait que le stress nous rend moins rationnels. Mais avant de voir les outils, il faut absolument désamorcer un piège émotionnel très répandu en entreprise, un réflexe qui part souvent d'une bonne intention, mais qui fait beaucoup de dégâts. Ce piège, c'est la positivité toxique. Vous savez, cette idée qu'il faut toujours voir le bon côté des choses et rejeter toute émotion négative. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on invalide ce que les gens ressentent vraiment. On nie la réalité du problème, ce qui empêche de le régler et installe un climat de méfiance. Le vrai changement, il est là, dans la posture. Au lieu de balayer l'émotion de l'autre, on peut la valider. Dire « c'est normal de se sentir comme ça ». Ça change tout. Passer de l'invalidation à l'empathie, ça ne résout pas le problème instantanément, mais ça crée la sécurité psychologique nécessaire pour pouvoir en parler ouvertement, sans crainte. Allez, passons maintenant aux stratégies concrètes. Une série d'outils testés et approuvés pour redonner de l'air à notre cerveau rationnel et améliorer nos décisions quand ça chauffe. Premier outil, la méthode 10-10-10. C'est tout simple, mais redoutablement efficace pour sortir de l'émotion immédiate. Il s'agit de se forcer à envisager les conséquences d'une décision sur 3 horizons de temps. En se projetant comme ça, on oblige notre cerveau à quitter le mode panique pour réactiver le détective, le mode plus stratégique. Deuxième outil, cette fois-ci dans la communication, la déclaration en jeu. Au lieu de dire « tu ne fais pas ci » ou « tu es comme ça », ce qui met l'autre sur la défensive, on peut commencer par « je ». Je me sens ou j'ai besoin d'eux. Ça transforme une accusation potentielle en un partage d'émotions. Et ça désamorce les conflits et ouvre une vraie discussion. Regardez les grands sportifs. Ils ont tous des rituels. Ces petites actions répétées ne sont pas des superstitions. Ce sont de puissants ancrages psychologiques. Un rituel, même tout simple, comme prendre 3 grandes respirations avant une réunion importante, ça envoie un signal au cerveau. Ça permet de calmer le système nerveux, de focaliser son attention et de reprendre un sentiment de contrôle. C'est une façon de se dire « Ok, je suis prêt ». Et pour compléter, voici quelques autres pistes. Le pessimisme défensif. Ce n'est pas être négatif, c'est anticiper le pire scénario pour mieux s'y préparer.
L'avocat du diable. Désigner quelqu'un dans l'équipe dont le rôle est de challenger systématiquement les idées. C'est une super assurance contre les angles morts. Lutter contre son propre biais de confirmation. Au lieu de chercher ce qui valide notre idée, on cherche activement ce qui la contredit. Et enfin, des micro-pratiques de pleine conscience pour calmer le chien de garde et redonner le micro au détective. Finalement, le message clé, il est là. La véritable intelligence émotionnelle, ce n'est pas de prétendre que les émotions n'existent pas, c'est de construire des systèmes, des habitudes, des rituels pour naviguer à travers elles avec un maximum de lucidité. La question, au fond, ce n'est pas de savoir comment éliminer le stress, c'est impossible. La vraie question, c'est comment on choisit d'y répondre. Alors, parmi tous ces outils, lequel résonne le plus? Lequel essayer dès demain? La réflexion peut commencer?